Le champagne n'avait même pas eu le temps de mousser dans ma coupe quand sa voix a traversé la salle comme une lame. Tu es viré. La sécurité va te raccompagner. Je n'avais pas encore levé mon verre pour le toast. La salle de réception s'est figée d'un coup. Les chaises ont craqué, les lustres ont semblé trembler au-dessus des têtes. 200 regards se sont posés sur moi comme un projecteur que je n'avais jamais demandé. Personne n'a bougé. Ni mes parents, ni mon frère. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas discuté. J'ai détaché mon badge d'invité, je l'ai posé près de la coupe intacte et j'ai marché vers la sortie tandis que le silence se refermait derrière moi. Ils ont cru que l'humiliation s'arrêtait là. Ce n'était que la première minute d'un compte à rebours qu'ils ignoraient avoir déclenché. J'avais 20 ans la première fois que j'ai compris comment circulait le pouvoir dans ma famille, discrètement, négligemment, toujours en faveur de quelqu'un d'autre. L'entrepôt où nous travaillions, à l'époque, se trouvait dans la zone industrielle au nord de Lyon, un grand rectangle de béton froid et d'étagères métalliques. Les néons grésillaient, juste assez pour piquer les yeux. Mon père se tenait près d'une table pliante, un contrat à la main, promettant un salaire dont mes amis n'osaient même pas rêver. Signe, a-t-il dit. Déjà tourné vers une pile de bons de livraison, ma sœur Solène se tenait derrière lui, faisant tourner les nouvelles clés du bureau de direction comme si elle les avait méritées. Elle avait 22 ans, bruyante, photogénique, toujours la première qu'on invitait à poser pour les photos destinées aux investisseurs. J'ai regardé le chiffre du salaire, puis les marges du papier taché d'encre d'imprimante. Je veux des parts, pas un salaire, ai-je dit. Mon père n'a pas levé les yeux. Prendre le salaire, Camille, c'est plus stable. Mais la stabilité ne m'avait jamais impressionnée. La propriété, si. J'ai fait glisser vers lui le document d'une demi-page que j'avais rédigé moi-même. Le papier paraissait ridiculement mince comparé au contrat glacé qu'il tenait. Il a soupiré, attrapé un stylo et signé sans lire. La télévision dans le coin diffusait un match de rugby. Dès que son équipe s'est approchée de l'essai, il a cessé de prêter attention à quoi que ce soit d'autre. Sa signature a légèrement tremblé quand la foule a rugi à l'écran. Solène s'est penchée juste assez fort pour que j'entende. Tu compliques toujours tout. Je n'ai rien répondu. J'ai glissé le papier dans mon dossier et j'ai senti pour la première fois la forme de mon propre chemin silencieux se dessiner. 1 an plus tard, l'entrepôt était plus animé. Plus d'ouvriers, plus de bruit, plus de palettes. Quand mon père a distribué les primes de fin d'année, Solène a reçu une enveloppe épaisse, assez lourde, pour faire un bruit sourd en touchant la table. La mienne contenait une seule feuille. Des parts, encore, ai-je répété. Il a à peine cligné des yeux avant de signer un nouveau petit transfert. Notre frère cadet, Mathieu, avait rejoint l'entreprise à l'époque, trébuchant à travers ses tâches, avec l'assurance de quelqu'un qui savait qu'un titre l'attendait. Quoi qu'il fasse, quand il a égaré tout un rapport de stock, mon père s'est tourné vers moi. Répare ça. Quand Solène a oublié un appel client important, ma mère a soupiré. Elle est sous tellement de pression. J'ai appris très tôt que mes erreurs étaient des responsabilités, et les leurs, de simples désagréments. Le tournant est arrivé un soir, dans le salon de notre ancienne maison. Solène était sur le point de signer un partenariat qui aurait englouti l'entreprise dans un gouffre financier pluriannuel. Son stylo planait au-dessus de la page, son sourire éclatant pour les membres du conseil en visioconférence. J'avais étudié les chiffres. Je savais qu'ils ne fonctionnaient pas. Mon père a coupé le micro un instant, les yeux toujours rivés sur la télévision. « C'est bon ou pas? » a-t-il demandé. Au lieu d'argumenter, j'ai glissé un paragraphe au fond du dossier, un amendement que j'avais peaufiné pendant des semaines. Une clause de protection, l'ébauche de ce qui deviendrait plus tard l'article 17 bis. Signe ça aussi, ai-je dit. Il n'a pas lu. Il ne lisait jamais. Son équipe venait de marquer un nouvel essai. Le stylo a touché le papier pendant le ralenti télévisé. Solène m'a regardé, la mâchoire serrée d'irritation. Pourquoi faut-il toujours que tu sois mêlée à tout? Toujours. Ce mot m'est resté. Comme si j'étais une corvée qu'on devait tolérer et non celle qui tenait silencieusement le plafond au-dessus de leur tête. Au fil des années, j'ai accumulé les indices. Ma mère félicitant Solène pour des idées que j'avais rédigées. Mathieu applaudi pour des contrats que j'avais négociés. Des proches me demandant, lors des repas de famille, si j'aidais encore un peu à l'entreprise, comme une assistante qu'on croise par hasard. Ce n'était pas la colère qui restait en moi, c'était un schéma. Long, prévisible. Et à un moment,
J'ai arrêté d'espérer autre chose. C'est ce jour-là que j'ai compris ma place dans cette famille. 3 heures avant la soirée de gala, je suis arrivée assez tôt pour me glisser sans qu'on me remarque. Le personnel ajustait encore les numéros de table, polissait l'argenterie, répétait les éclairages pour le grand moment de ma sœur. Mon nom ne figurait sur aucune de leurs listes. J'ai vérifié 2 fois pour être sûre. Sur les écrans qui diffusaient en boucle le programme de la soirée, le visage de Solène apparaissait, encore et encore. Notre nouvelle présidente directrice générale, son sourire brillant sous un filtre doré. Mathieu se tenait à côté d'elle sur la photo, étiqueté directeur commercial. Leur titre s'affichait en lettres blanches et grosses sous une ligne qui disait « Représentant fondateur de la famille ». Aucune mention de moi. Pas de cofondatrice. Pas de partenaire. Rien. Un technicien s'est approché, tablette en main. « Vous êtes du traiteur ?» a-t-il demandé, poli, distrait. Il ne disait pas cela par cruauté, mais ses mots s'y ont atteint exactement l'endroit où des années d'effacement avaient toujours frappé. Discrètement, efficacement, précisément. J'ai dépassé le plan de table affiché près du bord. Mes parents à la table 3, mes frères et sœurs à la table 1. Mon nom, lui, figurait à la table 12, parmi des inconnus. Mais le détail qui m'a cloué sur place, c'était l'étiquette. Invité. Pas famille. Pas dirigeante. Juste invité. Quelqu'un a ri derrière moi. Je me suis tournée assez pour voir Mathieu ajuster ses boutons de manchette, l'assurance coulant sur lui comme une eau de Cologne. « Assieds-toi où tu veux », a-t-il dit, sans vraiment me regarder. « Ce soir, ce n'est pas vraiment ton moment. » Les mots s'éteignent légers, lancés avec désinvolture, faits pour piquer sans effort. Et ils ont piqué. Mais pas comme ils l'espéraient, car en cet instant précis, tout le schéma s'est aligné. Les regards d'enfance, les exclusions d'adolescentes, les mépris d'adultes, les accords jamais reconnus, les signatures qu'ils n'avaient jamais lues, les titres qu'ils s'étaient attribués, les mérites qu'ils avaient absorbés. Tout s'est résumé en une seule vérité, posée et claire. J'avais été effacée bien avant ce soir. Ce soir n'en était que la version publique. J'ai regardé mon badge, Camille Vasseur, invité, le plastique froid sous mes doigts. J'ai laissé le cordon retomber sur ma clavicule comme un rappel exact de l'endroit où il pensait que j'appartenais. Mathieu attendait une réaction. Un froncement, une protestation, peut-être une plaisanterie, mais j'ai seulement expiré, lentement, calmement, et j'ai souri. Dès que les portes de la salle se sont refermées derrière moi, le bruit s'est dissipé, comme si quelqu'un avait fait glisser une vitre entre moi et la fête. À l'extérieur, l'air lyonnais portait déjà l'odeur métallique de la pluie à venir. Je n'ai pas regardé en arrière, les applaudissements, le scintillement des lustres, l'image de ma sœur levant sa coupe, tout cela s'est dissous au rythme net de mes talons sur le pavé. J'ai rejoint ma voiture, un break gris attendant sous le porche éclairé. Le moteur a démarré dans un ronronnement calme, plus régulier que le pouls dans ma gorge. Je suis restée un instant immobile, les mains sur le volant, laissant le silence s'installer. Pas de chagrin, pas de colère, juste une clarté nette et tranchante. 3 heures, c'est tout ce dont j'avais besoin. La route vers chez moi traversait de longues tronçons d'autoroute, l'asphalte mouillé reflétant les lumières comme du verre brisé. J'ai laissé la radio éteinte. Je n'avais besoin d'entendre que le clic régulier du clignotant, marquant chaque décision. En arrivant au garage, le détecteur de mouvement a allumé une lumière blanche sur l'établi et sur l'ordinateur portable que j'avais laissé en charge depuis l'aube. Je ne suis pas entrée dans la maison. Je n'ai pas changé de vêtements. Je n'ai pas pris le temps de m'asseoir. J'ai posé l'ordinateur sur le capot de la voiture et je l'ai ouvert avec le même calme qu'en posant mon badge près de la coupe de champagne. L'écran s'est réveillé instantanément. Mon visage a déverrouillé chaque dossier. Tout était déjà en place, préparé bien avant qu'ils n'imaginent devoir un jour me craindre, ou plus précisément, craindre le système qu'ils avaient toujours ignoré. J'ai ouvert un dossier nommé « Continuité ». Dedans, 17 années de documents, transfert de propriété, accord signé, courriel archivé, compte-rendu de conseils auxquels personne d'autre n'avait assisté, clause acceptée pendant des pauses publicitaires. Une carte des conséquences construite non pas par vengeance, mais par habitude, par nécessité, par le simple fait que quelqu'un devait protéger les fondations tandis que les autres couraient après les projecteurs. J'ai lancé la séquence. Rédiger, joint, classé, envoyé. Le courriel chiffré est parti d'abord à chaque membre du conseil, dont Mme Berthier et M. Lacroix, toujours attentifs quand les chiffres ne correspondaient pas.
Puis M. Aubertin, le président du conseil, qui lisait plus vite que quiconque que j'avais connu. Et enfin Maître Delcourt, l'avocate, qui ne sous-estimait jamais un document discret. J'ai ensuite ouvert la demande de coursier. Les dossiers contenant les derniers dépôts, tamponnés et scellés ce matin même, n'attendaient qu'un clic pour déclencher l'enlèvement. 14 minutes. C'était leur fenêtre d'arrivée. J'ai regardé le compte à rebours commencer, un cercle bleu se resserrant sur l'écran. J'ai rafraîchi le portail de vote, celui que j'avais construit des années plus tôt en développant le logiciel de reprise après sinistre de l'entreprise. Interface sobre, couleur minimale, aucune marge de manipulation. Le chiffre en haut, mon pourcentage total restait là où il avait toujours été. Silencieux, jamais annoncé, intact. La deuxième heure s'est écoulée sans cérémonie. J'ai travaillé méthodiquement, chaque geste réfléchi, vérifiant les horodatages, confirmant les signatures, m'assurant que la clause ajoutée après la quasi-catastrophe du partenariat de Solène restait classée au bon endroit. L'article 17 bis, enfoui dans les statuts, activable sous une seule condition. Si une direction non actionnaire majoritaire évinçait l'actionnaire majoritaire sans approbation unanime du Conseil, le contrôle reviendrait instantanément à cette dernière. Ils m'avaient eux-mêmes tendu le déclencheur sur scène devant 200 témoins. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas célébré. Ce n'était pas mon genre. Je me suis appuyée en arrière un instant, laissant la lumière du garage s'étirer sur le capot métallique. Le silence coulait dans la pièce comme une fuite lente, imbibant les murs, le béton, l'air. Une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis avant que la famille ne se divise en rôles. La vedette, la préférée, l'oubliée. J'ai regardé l'horloge. 1 heure restante. Assez de temps pour que les dépôts se propagent, que le système absorbe les changements, que le conseil prépare son propre alignement silencieux. Mon téléphone a vibré une fois. Mathieu. Puis Solène. Puis maman. Aucun appel n'est passé. Tous les numéros étaient bloqués depuis le matin. Une ardoise propre. Un périmètre maîtrisé. Je suis retournée à l'écran, j'ai relu chaque ligne, chaque clause, chaque horodatage. 17 années de décision convergeant vers une seule conclusion. Pas une vengeance, une structure. Quand le dernier document s'est synchronisé, j'ai refermé l'ordinateur à moitié, pas encore prête à l'éteindre complètement. Le bruit de la charnière, arrêtée à mi-course, ressemblait à un souffle retenu. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais corrigé leurs erreurs, couvert leurs pertes, refait leurs chiffres, lissé les fissures qu'ils laissaient derrière eux. Je l'avais toujours fait parce que l'entreprise en avait besoin, parce que quelqu'un devait. Mais ce soir, debout seul dans un garage éclairé par une seule ampoule, cette vérité pesait sans m'écraser, elle me clarifiait. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient brisé. J'ai laissé l'ordinateur se refermer. Le son a résonné doucement sur le béton, définitif et calme, une ligne tracée avec précision plutôt qu'avec colère. Le compte à rebours a continué sans que j'aie besoin de le surveiller. 3 heures plus tard, le gala brillait encore comme si rien n'avait changé sous sa surface. La musique flottait, de celles qui remplissent l'espace sans signifier grand-chose. Les invités finissaient leur dessert, riant à de petites blagues, ignorant qu'une structure entière vacillait déjà sous leurs pieds. Je suis entrée par les portes principales juste au moment où la sécurité commençait à se repositionner. Leur posture a changé, d'abord discrètement, puis avec une assurance pratiquée. Un agent a verrouillé la sortie ouest. Un autre a scellé le couloir de service. Aucune précipitation, aucune mise en scène, juste une procédure. À la table 1, ma sœur s'est arrêtée de rire à mi-phrase. Le téléphone de Mathieu a vibré dans sa main, puis ceux des membres du conseil. Monsieur Aubertin s'est levé de sa chaise au premier rang. Son visage n'a pas changé, mais ses yeux, si, ce déplacement net de la concentration que l'on fait quand une information s'organise soudain en clarté. Il a ajusté sa manchette et a fait un signe de tête à la sécurité. Les dernières portes se sont fermées. Personne ne pouvait plus sortir. Les murmures ont commencé doux, tombant comme une pluie avant l'orage. Une femme, à la table 6, a consulté son téléphone, plissé les yeux et l'a tendu à son mari. Quelqu'un a chuchoté « C'est vrai, ça? » Un autre « Pourquoi maintenant? » Les lumières ont baissé d'un niveau, une transition douce, déclenchée par le programme que j'avais construit des années plus tôt. Le projecteur s'est allumé et l'écran de 20 mètres derrière la scène a affiché un seul titre « Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, article 17, bis activé. » Le souffle de Solène s'est coupé, assez fort pour que les invités les plus proches se tournent vers elle.
Elle a balayé la salle du regard, cherchant quelqu'un pour contredire ce qu'elle voyait. Papa, maman, Mathieu, n'importe qui. Mais tous fixaient leurs écrans, les téléphones illuminés par les déposes officielles, tamponnés ce matin même. J'ai marché dans l'allée centrale, le tapis absorbant chaque pas. Pas d'escorte, pas de théâtralité. Seulement le silence s'ouvrant doucement autour de moi. Au pupitre, j'ai posé mon ordinateur et je l'ai ouvert. Le portail de vote s'est déployé sur l'écran géant derrière moi, son interface blanche tranchant durement contre l'éclairage doré tamisé. « Bonsoir », ai-je dit, la voix posée. Le micro l'a porté nettement. En vertu de l'article 17 bis, le contrôle revient à l'actionnaire majoritaire. Une motion a été déposée. Monsieur Aubertin s'est avancé à côté de moi, les mains jointes. Motion pour révoquer les nominations de Solène Vasseur au poste de présidente directrice générale et de Mathieu Vasseur au poste de directeur commercial. Ai-je un soutien? Oui, je soutiens. Je soutiens également. Une réaction en chaîne. Madame Berthier, Monsieur Lacroix. 3 autres voix, solides, sans hésitation. Des années de chiffres avaient gagné leur confiance bien avant ce soir. Le vote s'est ouvert. Vert pour oui, rouge pour non. Le premier pourcentage est apparu instantanément. 58%, puis 61, 65, 67. Les invités se sont penchés, regardant l'histoire se réécrire par incrément numérique. Chaque clic de chaque actionnaire résonnait dans la salle sans faire le moindre bruit. À 69%, Solène s'est précipitée vers la scène. Arrêtez ça. On ne vote pas un soir comme celui-ci. C'est ma cérémonie. Monsieur Aubertin ne l'a même pas regardé. C'est une assemblée légale, Madame Vasseur. Reculez, s'il vous plaît. Mathieu a tenté une autre approche. Camille, allez, c'est que la famille. C'est une structure, a dit Maître Delcourt, depuis la table 4, levant son téléphone. Et c'est contraignant. Le chiffre a encore grimpé. 71%, la barre est devenue entièrement verte sur l'écran. Un silence s'est répandu comme une vague lente. Quelqu'un a laissé tomber une cuillère. Une coupe a vacillé sans tomber. Le quatuor à cordes s'est arrêté en pleine note, archet suspendu dans l'air. Monsieur Aubertin a parlé en premier. La motion est adoptée, effective immédiatement. Solène fixait l'écran, comme si elle pouvait forcer les pixels à se réarranger. C'est une erreur. Vous nous avez piégés. Je n'ai pas répondu. J'ai fait défiler à la diapositive suivante l'addendum présigné confirmant l'exécution de la transition. Les clauses étaient simples, factuelles, sans aucun commentaire. Un soupir s'est élevé du centre de la salle, puis un autre. Le téléphone de Mathieu lui a glissé des mains et a heurté le sol avec un bruit sourd. Mes parents se tenaient figés. Les doigts de ma mère tremblaient près de son collier. Mon père clignait lentement des yeux, comme s'il lisait, pour la première fois, les conséquences de chaque signature qu'il avait jamais apposée sans regarder. Le projecteur ronronnait, lumineux et stable. L'écran ne bougeait plus. Il n'en avait plus besoin. Le renversement était complet. 4 mois plus tard, l'immeuble paraissait différent avant même que je n'y entre. Pas plus bruyant, pas plus animé, simplement aligné. Le genre de stabilité qu'une structure possède quand personne ne tire dessus pour attirer l'attention. La lumière du matin traversait les vitres orientées à l'est en une ligne nette sur le sol du hall, assez vive pour adoucir les arêtes métalliques, sans pour autant les estomper. Un équilibre parfait. Mon bureau se trouvait à l'extrémité du couloir, là où se tenait l'ancien local de rangement. La nouvelle plaque sur la porte était sobre, en acier brossé. Rien d'ostentatoire, rien de festif, juste mon nom et le titre que le vote avait rendu officiel. J'ai passé un doigt sur la surface, une fois, sentant sa fraîcheur, sa précision, puis j'ai poussé la porte. À l'intérieur, tout était calme. Pas silencieux, calme, d'une manière qui avait du sens. Le ronflement de la climatisation, le clic discret d'un clavier au fond du couloir, des papiers empilés comme je les aime, l'écran de veille de mon ordinateur changeant de teinte douce. C'était ainsi qu'une entreprise devait respirer, régulièrement, sans le poids des égos pesant sur les murs, sans le chaos déguisé en charisme, sans personne transformant les conseils d'administration en spectacle. J'ai posé mon sac et ouvert les stores en grand. Par la fenêtre, la ville suivait son rythme habituel, voitures avançant dans la circulation matinale, piétons résistant à un vent léger, le reste du monde occupé à ses propres affaires. Et pour la première fois depuis des années, moi aussi. Solène a mis sa maison de campagne en vente peu après le vote. Les photos de l'annonce circulaient en ligne.
Corbeille de fruits soigneusement disposée, comptoir poli, pièces vides, essayant trop fort de paraître habité. Mathieu a tenté sa chance sur le marché de l'emploi, mais la clause de non-concurrence a tenu bon. Mes parents sont partis pour une vie plus tranquille dans le sud, peu après, évitant des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse. Ils ont tous fini par chercher à me contacter. Un message, une lettre, un courriel envoyé depuis une vieille adresse, excuses, explications, souvenirs réécrits. Je les ai laissés passer à travers le filtre que j'avais posé depuis longtemps. Aucun n'a atteint sa cible. Aucun n'en avait besoin. Certaines fins ne nécessitent non pas de porte qui claque. Pas de discours, ni de victoire éclatante, ni de confrontation finale. Parfois, la fin, c'est simplement une pièce stable, calme, qui vous appartient. Certains pensent que le pouvoir appartient à celui qui tient le micro. Ils ont tort. Le pouvoir se cache dans les documents que personne ne prend le temps de lire, dans les signatures qu'on appose à la hâte, dans les structures qu'on ne croit jamais capables de se retourner. Ma famille l'a appris à ses dépens. Et moi, j'ai appris quelque chose de plus simple encore. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une direction.